La joie de se retrouver tous ensemble est toujours de mise. On laisse passer Daniel avec les churros, puisque chaque année, d'ailleurs, on a les churros, on les traîne même jusqu'à la grande fête parisienne. C'est pour vous dire à quel point nous sommes attachés aux churros en Tarn-et-Garonne. En tout cas, merci d'être venu à Font-Neuve. C'est la première édition de la Fête des Nouvelles dans ce lieu. On avait choisi de faire une fête dans une salle fermée, en tout cas pour l'avoir en repli au cas où il ferait mauvais, puisque d'habitude on fait plutôt la fête au mois de juin. Et d'ailleurs, il avait été annoncé un temps pourri ce week-end. Et effectivement, hier, il a plu des cordes toute la journée. Et aujourd'hui, il y a un rayon de soleil. Et moi, je voudrais y voir un signe que la belle liste que nous portons, ça veut dire que peut-être on va avoir même très sûrement et puis je voudrais évidemment remercier les 3 invités qui sont venus non pas en voisin, peut-être Arthur qui est le plus proche, hein, mais ils ont fait quand même un peu de chemin pour venir jusqu'à nous et je les remercie d'avoir répondu positivement à notre invitation. Alors, les 3 invités qui sont là, ils ont des parcours extrêmement différents, mais ils ont un point commun. Ils sont tous candidats sur la liste de Yann Brossat. J'aime pas dire la liste de Yann Brossat. Je vais dire la liste conduite par Yann Brossat. Donc, Mamoudou Bassoum, qui est médaillé d'or au championnat de taekwondo et qui a reçu sa médaille en gilet jaune. Bienvenue, Mamoudou. Arthur est le jeune de l'étape qui a été l'initiateur de la création du syndicat des coursiers à vélo. Arthur qui lutte contre l'ubérisation. Loïc Penn, médecin à l'hôpital de Creil, responsable du service des urgences, poste dont il a démissionné pour protester contre la fermeture de la maternité. Alors évidemment, avec un tel plateau, j'imagine bien que c'est pas moi c'est pas pour moi que vous êtes venus, et c'est tant mieux comme ça. Je vais leur laisser la parole, mais je voudrais simplement imaginer, en tout cas je gage qu'à les écouter, nous allons nous aussi nous trouver des nombreux points communs et toutes les raisons qui vont nous conduire à voter la liste qui nous ressemble, celle de l'Europe des gens contre l'Europe de l'argent. Cette belle liste qui est, je le rappelle, composée à 50% de salariés et d'ouvriers, c'est-à-dire qui est véritablement à l'image de la France telle qu'elle est aujourd'hui. À cette même heure, la semaine prochaine, la campagne officielle des européennes sera terminée et nous ne serons plus qu'à une encablure de l'ouverture du scrutin. En préambule à ce débat, je veux saluer toute l'énergie que notre tête de liste et ses colistiers ont déployée pour porter les valeurs qui sont les nôtres, dénoncer l'Europe qu'on nous impose, celle de la concurrence entre les peuples, celle de l'austérité, celle des délocalisations des entreprises, celle de la pauvreté. Je le rappelle, en 10 ans, nous sommes passés de 7% de travailleurs pauvres à 10%. Celle qui cautionne, puisqu'elle ne fait rien, l'évasion fiscale qui nous coûte un pognon de dingue. Celle qui vient de dépenser plus de 13 milliards d'euros pour ériger des frontières, des barbelés, laissant ainsi des femmes, des enfants et des hommes mourir à nos portes. C'est dire si le bilan de cette Europe libérale est lourd en termes de drames humains qui se sont joués ces dernières décennies, pour le plus grand profit, bien évidemment, de quelques-uns. Nous n'avons pas fait tout au long de cette campagne que des constats. Nos candidats ont aussi des propositions à porter, des propositions concrètes pour inverser la donne, parce que rien n'est inéluctable et qu'une autre Europe de justice où l'humain et la planète d'abord prévaut. Je veux dire ici combien les communistes de Tarn-et-Garonne ont porté autour d'eux et continueront à porter jusqu'aux dernières minutes de la campagne cette liste dont ils sont très fiers.
Dire également notre enthousiasme à avoir mené cette campagne, à avoir été à la rencontre des gens, des citoyens sur les marchés, à avoir engagé bon nombre de discussions autour de nous, à coller des affiches aux quatre coins du département. Bref, un bel engagement dans une terre qui parfois peut sembler une terre de mission. L'année passée, nous avions organisé la parodique procès de ceux qui luttent. Cette année, nous avons été plus classiques dans notre approche de ce temps politique de la fête. Mais plutôt qu'une traditionnelle prise de parole derrière un pupitre, nous avons tout simplement préféré mettre un coup de projecteur sous forme de 3 questions à nos candidats, qui sont eux aussi de ceux qui luttent. Alors pour commencer, vous laissez maintenant prendre toute votre place à cette tribune. Je voudrais démarrer par déjà une première question à tous les 3, à savoir quel est votre parcours, quel est votre itinéraire et quelles ont été vos luttes. Merci Cathy et merci à tout le monde. Donc c'est toujours un plaisir de découvrir la France et de voir des gens extraordinaires et qui sont sympas, donc l'accueil le prouve. Alors le parcours c'est... je suis arrivé en France en 2002, octobre 2002, pour étudier. Et à partir de 2004, j'ai créé un club de taekwondo, donc dans un quartier prioritaire. On s'occupe des gamins. Et petit à petit, le club a pris de l'envergure. On a eu la première année quelqu'un qui a fait podium au championnat de France, ainsi de suite. On a eu des titres de champion de France et aujourd'hui, on fait partie d'un des meilleurs clubs en France. Et je parcours le monde entier avec des enfants. Et je peux vous assurer que c'est extraordinaire de voir que les enfants, leurs yeux brillent quand ils vont à l'étranger. On a fait la Belgique, on a fait la Bulgarie, on a fait l'Égypte. Et c'est vrai qu'à travers le sport, là, j'ai découvert qu'en fait, on pouvait permettre à des enfants issus d'un quartier ou d'un village, parce qu'on a des villages qui sont pas loin, nous, on est 14 000 habitants, et il y a des villages pas loin, et qui découvrent la France autrement, et qui découvrent l'Europe autrement, et qui découvrent le monde autrement. Et donc, à partir de cet instant, des élus communistes m'ont proposé d'être adjoint dans une ville, et depuis 2014, je suis adjoint, et c'est que du bonheur. C'est que du bonheur parce qu'on rencontre des gens en difficulté et on se bat ensemble. Et tous les jours, je me bats. Donc, je suis membre de plusieurs associations, mais des associations qui travaillent, qui luttent contre le handicap, des associations qui travaillent au niveau culturel, des associations caritatives. Et, alors, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Je suis ingénieur, je suis marié, j'ai 4 enfants. Et mon quotidien, c'est la lutte pour que toutes les inégalités se réduisent, mais en particulier alors l'égalité entre les hommes et les femmes, et la lutte pour que les personnes en situation de handicap ne puissent pas vivre cette inégalité, parce qu'aujourd'hui, on est en 2019, la loi de 1975 n'est toujours pas appliquée partout. Donc je trouve que ça fait des décennies et des décennies, on dit la même chose, mais on n'agit pas au quotidien, et donc il y a besoin qu'on change tous nos mentalités. Il y a besoin que les politiques se rendent compte que les inégalités ne peuvent plus exister entre les hommes et les femmes. Il y a besoin que nos politiques se rendent compte qu'une personne en situation de handicap ne choisit pas, mais on doit la respecter, et la respecter, c'est tout simplement lui permettre d'avoir les mêmes droits qu'une personne normale. Donc mon engagement, il est là, et donc la dernière des choses que j'ai fait, c'est que j'ai participé au championnat d'Europe. Et en partant, j'ai amené mon drapeau et mon gilet jaune. Et sur le podium, je n'ai pas hésité, malgré les conséquences qu'il peut y avoir derrière, à monter sur le podium avec mon gilet jaune, parce que je trouve que dans la vie, il faut avoir du courage quand on a des convictions. Il faut avoir du courage de dire non. Il faut avoir du courage de dénoncer les choses de manière pacifique. Il faut avoir du courage de dire que ça suffit. Il est temps maintenant que les choses changent. Donc c'est pour ça que j'ai mis le gilet jaune sur le podium. Et parce que j'étais gilet jaune depuis le 17 novembre, et j'étais gilet jaune pour 2 raisons. La première, c'est je fais 100 km pour aller au boulot aller, 100 km pour aller au boulot retour, parce que dans mon bassin, ils ne peuvent pas concevoir qu'une personne comme moi, qui a des diplômes, puisse accéder à certains postes. Et on m'a donné la chance à 100 km de chez moi. Et je pense qu'un homme, dans la vie, il faut aller chercher, il faut aller travailler. Et
je suis un hyperactif, donc du coup, je fais mes 100 km aller tous les jours, ça fait 200 km aller-retour. Et quand on augmente la taxe sur le carburant, ça touche directement mon portefeuille. Et ce qui m'a le plus mis en colère, parce qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César. Sur la taxe, 100% de la taxe, quand on la récolte, il y a 30% qui va à l'écologie. Et 70%, c'est pour faire quoi? Payer les assiettes à Madame Macron ou changer les tapis de l'Élysée? Non, moi je ne paye pas une taxe pour ça. Je paye une taxe pour que l'écologie puisse aller à l'écologie. Donc du coup, j'étais contre. Et deuxième chose, comme je vous ai dit tout à l'heure, les personnes en situation de handicap, je les vois tous les jours. Je me bats tous les jours contre des démarches. Juste pour avoir un AVS pour un élève, il faut un an et demi avec le conseil départemental. C'est juste pour remplir un dossier pour être reconnu. C'est un parcours de combattant et tout le monde n'a pas les moyens pour pouvoir lutter. Et donc, ces deux raisons font que dès le premier jour, je suis allé au rond-point et j'ai dit non et j'ai manifesté ma colère. Et quand j'étais en Espagne, je me suis dit un clin d'œil à tous mes amis gilets jaunes, aussi un clin d'œil contre le capitalisme, parce que je vous assure que le capitalisme, il gagne partout. Dans le milieu sportif, dans le milieu culturel, ils sont partout. Ils sont partout. Et là, le sport, maintenant, il devient excessivement cher. Moi, j'ai des enfants qui ne peuvent pas aller en compétition parce que juste les protections qu'on nous demande, dans l'année, ça va nous coûter 200 €. Et tous les ans, il faut renouveler ces 200 € en dehors de l'inscription. Donc, contre le capitalisme, parce qu'aujourd'hui, on vit dans une société où l'individu prime, où le collectif n'a pas de raison d'être, alors qu'au départ, on vit collectivement. Et le vivre ensemble, on doit le vivre. Et le capitalisme est en train de détruire notre vivre ensemble. Le capitalisme est en train de fabriquer des fachos et des racistes parce qu'ils disent que forcément c'est la faute à l'autre. Et je vous assure qu'ici dans la salle, il y a beaucoup d'étrangers. Parce que celui qui n'est pas d'ici, il est étranger. Donc juste, je fais 5 km, je suis étranger. Donc on est étranger partout. On est étranger partout. Donc la faute à l'étranger, c'est la faute à tout le monde. Et donc, à partir de là, je pense que chacun de nous doit prendre son destin en main. Et c'est pour ça que moi, je serai dans toutes les luttes où on va réduire les inégalités. Et c'est pour ça que je me suis engagé sur cette liste. Bonsoir tout le monde. Je tenais à remercier Cathy de m'avoir invité. Hein. C'est très sympa. Moi, je ne suis pas trop loin. Je suis à 2 heures de route. Donc, c'est un peu moins contraignant. Et je remercie donc, cher colistier, d'être venu aussi d'aussi loin. Et vous tous, bien entendu, de vous être déplacés. Alors, moi, je fais pas mal de kilomètres par jour aussi, mais pas pour aller au travail, mais c'est parce que c'est mon travail. Je suis coursier à vélo. Et en fait, j'ai fini mes études à Paris et je suis descendu un peu dégoûté de la ville à Bordeaux, chercher du travail avec un master en poche. Parce que là, on m'avait dit qu'avec 5 années d'études, normalement, je devrais trouver du travail. Ça n'a pas vraiment été le cas, en tout cas pas assez rapidement par rapport à mes besoins pour m'installer, me loger et vivre. Donc il a fallu que je trouve une solution très rapide. Et la solution très rapide pour trouver du travail en ce moment, c'est ce qu'on appelle l'uberisation. Donc ce sont ces sociétés qui vous disent on vous prend, vous travaillez dès demain, mais par contre vous êtes auto-entrepreneur et on n'est pas responsable de vous. C'est-à-dire, on n'est pas votre employeur, mais par contre on va vous donner du travail et vous allez travailler pour nous. Bon, j'avoue que je me suis un petit peu à l'époque posé la question, puis en fait j'ai vite signé le contrat, qui n'est pas un contrat de travail, mais un contrat commercial de prestation de service, parce que j'avais besoin de travailler rapidement. Et donc ça a vite déchanté, hein, cette histoire. Au début, j'avais des conditions de travail à peu près raisonnables, puisqu'il fallait qu'ils recrutent, parce qu'ils n'étaient pas très connus. Hein. Et ils essayaient de passer outre la mauvaise réputation qu'avait Uber et ses chauffeurs qui avaient pas mal manifesté, déjà. Et puis rapidement, quand ils ont eu assez de personnes, au début on était 20, 30, à un moment on était 100, 200. Ensuite il y a une autre société qui faisait un peu la même chose, qui s'appelait Take It Easy, qui coule. Et tous les gens qui travaillaient pour eux n'ont pas été payés. Voilà, sur les 2-3 dernières semaines de travail. Et là quand même, je ressors mon contrat commercial, et je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Je lis et je m'aperçois qu'en fait c'est du vent, tout ce truc-là c'est du vent, il n'y a aucune protection, il n'y a rien du tout.
Les cotisations que je paye en tant qu'indépendant, elles ne servent quasiment à rien. Je cotise quasiment pas pour la retraite. J'ai une protection minimale pour un métier à risque, parce que faire du vélo et aller de plus en plus vite pour avoir de plus en plus d'argent au milieu des voitures, c'est quand même assez dangereux. J'ai pas mal de collègues qui se sont blessés et qui continuent de se blesser. Et là, on voit à la chute de cette entreprise Take It Easy, il y a 300 personnes rien qu'à Bordeaux qui se retrouvent voilà, sur le carreau. Ils n'ont plus de travail du jour au lendemain. Ils sont en train de mettre leur short, de mettre leur tenue de sport, et ils ont reçu un texto pour leur dire qu'ils avaient perdu leur travail. Et à partir de ce moment-là, on s'est tous posé des questions. Moi, je travaillais pour l'autre société qui était Deliveroo, et donc ils sont tous arrivés à Deliveroo. Ils ont été recrutés. Eux, ils disent embarqués, ou il y a d'autres termes anglais un peu qui veulent rien dire. C'est la Startup Nation complète. Et donc, une fois qu'il y a ces 300 personnes qui doivent rentrer parce qu'ils ont besoin de travail, nos conditions de travail à tous, elles chutent. Parce qu'on parle de la concurrence, libre et non faussée, cette concurrence, elle a été déclinée jusqu'à l'être humain en tant qu'individu même. Et le but, c'est de décloisonner, c'est de cloisonner tout le monde, et qu'on ait du mal à communiquer ensemble et à s'organiser. Donc nous, on nous dit, on n'a pas d'employés, on n'a pas de lieu de travail, on est sur les routes, on se croise, mais le but c'est d'aller vite, on n'a pas trop le temps de discuter, on n'a pas de droits vraiment en commun, la représentation syndicale, elle n'existe pas, et donc voilà, on voit nos conditions de travail chuter, et on est là en train d'essayer de s'accrocher quelque part, et on n'a rien, quoi. Donc on crée des collectifs, on discute, on essaye de se dire, mais comment on va faire? Parce que là, si on ne fait rien, ça va continuer, quoi. Pour vous situer un petit peu l'idée, à un moment, donc avant qu'il y ait la chute de Take It Easy, on gagnait entre 18 et 19 euros de l'heure. C'est brut. Donc c'est un chiffre d'affaires de micro-entrepreneur. Donc après, ben voilà, on a les cotisations, on a le vélo, oh ben on n'a pas de congé payé, on prend des vacances, on n'a pas d'argent, etc. Et entre 2-3 mois, en fait, on a perdu 25% de cette rémunération. Donc ça nous a fait un grand coup, et ensuite le management s'est durci. C'est-à-dire que si on refusait des commandes, ben, on se faisait virer. Je mets des guillemets à chaque terme, hein, puisque c'est des termes qu'on emprunte normalement au salariat, et nous c'est pas vraiment ça, même si c'est le même ressenti. Parce qu'on perd notre travail de même. Et on a monté un collectif un peu informel où on se réunissait. On n'arrivait pas trop à s'organiser, parce qu'en fait, tout le problème il est là. Quand on veut créer un rapport de force, c'est pas forcément le nombre qui compte, c'est son organisation qui va faire sa puissance en fait. Et donc avec quelques collègues, on a décidé de se tourner vers des gens qui s'y connaissent un petit peu dans le rapport de force et qui exercent depuis un moment. On est allé frapper à la porte de la CGT. Et là, je ne suis pas le seul ici à être à la CGT, je pense. Et on a été très bien accueillis, on a expliqué un petit peu qu'on était indépendant, et ensuite on a expliqué les détails, comment on est géré par un algorithme, comment notre téléphone c'est notre patron, comment on est géolocalisé à tout moment, comment on a peur de perdre notre travail parce qu'un client il nous a noté 1 étoile sur 5 parce que la pizza n'est pas bonne, hein, mais il va expliquer que t'es pas pizzaiolo. Et donc on explique ça à la CGT, et honnêtement, ils ont halluciné, et ils ont proposé tout de suite un coup de main, et on a fini par créer un syndicat. Le seul syndicat aujourd'hui, c'était il y a plus de 2 ans, c'est toujours le seul syndicat de coursiers à vélo ubérisé. Pourquoi c'est le seul? Parce que Madame El Khomri, l'ex-ministre, avant de partir, je pense que vous le savez, elle nous a pondu un petit paquet de lois. Et dans quelques lignes de ce paquet de loi, elle parle des travailleurs du numérique, c'est-à-dire nous. Et elle décide de nous donner un petit nom, hein, vous allez voir, elle décide de nous appeler les indépendants économiquement dépendants. Voilà, ça c'est toujours ma meilleure blague, je dis mais c'est même pas une blague malheureusement. Donc voilà notre nom. Elle a dit, et ces travailleurs indépendants, économiquement dépendants, ont le droit de créer un syndicat. Et voilà. Et voilà, c'est fini comme le micro. J'ai endormi le micro, c'est quand même un... Non, au contraire, c'est passionnant.
Et donc voilà, pourquoi il n'y a pas d'autres syndicats? C'est parce qu'aujourd'hui, notre syndicat, c'est un syndicat de lutte, c'est pas un syndicat de protection. La preuve, moi je suis devenu secrétaire général du syndicat, une semaine après, je perdais mon travail. Parce que et des libéraux me virent et les autres plateformes ne veulent pas me prendre. Donc en gros, je me retrouve sur la paille. J'avais commencé ce métier par un besoin rapide d'argent et je me suis retrouvé à la case pauvre à une célérité extrême. C'est-à-dire que j'ai voulu me connecter pour aller travailler et en fait, j'avais pas de travail, quoi. Et j'avais pas de RSA, puisque le RSA, la CAF, elle compte sur le chiffre d'affaires. Et j'ai pas de rupture de contrat de travail à lui montrer. Donc en fait, j'ai rien là. J'ai plus rien, j'ai mes APL pour vivre. Et voilà. Et donc c'est pour lutter contre ces situations d'extrême précarité qu'on a monté ce syndicat. Et on travaille avec d'autres personnes qui sont formées dans d'autres villes, parce que la situation, évidemment, elle est la même dans les autres villes. Mais de manière un peu différée. C'est-à-dire, ils font rien au national, comme j'ai dit, hein, ils essayent de mettre en concurrence et de cloisonner tout le monde pour qu'on ait l'impression qu'on n'est quand même pas dans la pire situation. Donc ils nous disaient, vous à Bordeaux, c'est bien, regardez à Toulouse. Et c'est vrai qu'à Toulouse, c'était plus pourri. Et en fait, tu regardais et il y avait toujours une ville à peu près plus pourrie, et c'était forcément la ville qui était la moins organisée, où il n'y avait pas de collectif, où ça devenait le plus pourri. Et donc bref, on a lutté au début au niveau local, et on s'est aperçu que nos managers, en fait, c'était juste une éponge de notre colère. Mais c'était pas du tout la réponse à notre colère. Ils l'absorbaient, ils nous disaient oui, on va faire remonter. Donc on s'est dit, faut qu'on attaque au niveau national. Donc on s'est formé en collectif national, qui aujourd'hui a un petit nom qui s'appelle Coordination d'action vers l'autonomie des livreurs. On avait un peu eu ce nom parce qu'on a eu quelques réunions déjà avec nos managers, et on s'est dit que ça serait bien que la coordination d'action vers l'autonomie des livreurs, ça fait cavale, et on s'était dit c'est pour être rigolo que la cavale séquestre. Et donc on a créé ce collectif-là, et on a réussi à avoir des réunions au niveau national. Et là au niveau national, on s'aperçoit que c'est une plus grosse éponge. C'est-à-dire, là c'était à Deliveroo, ils nous disent oui, mais au final, c'est Londres qui décide, parce que Deliveroo est une entreprise londonienne. Et je vous raconte même pas, en parallèle, on fait la même chose avec Uber. Donc Uber, boum, on arrive direct à la Silicon Valley. Et donc voilà, on n'a pas beaucoup d'adhérents, donc pas beaucoup de cotisations, le billet d'avion, et quelques années de cotisation. Donc évidemment, on n'a pas pu le faire avec Uber non plus. Uber a une société Silicon Valley américaine qui fait son chiffre d'affaires en France, le déclare à Amsterdam, et donc pour pas payer d'impôts évidemment. Cette société donc qui exploite dans tout pays, je me lance sur Uber, j'ai un petit peu de colère donc j'en parle un peu plus longuement, qui exploite dans tout pays, il y a des manifestations dans tous les pays, et aujourd'hui, qu'est-ce que fait le capital? Le capital le remercie en lui permettant une introduction en bourse à 82 milliards de dollars. Donc voilà, on n'a pas fini de lutter contre ces grosses sociétés, et Deliveroo, Amazon lui offre aussi quelques centaines de millions d'euros pour continuer de... Voilà contre qui on se bat en fait, on se bat contre des grands géants. Et donc c'est là qu'on s'aperçoit que la coordination nationale, elle est bien, elle motive, elle nous permet de faire des mouvements nationaux, on se met un jour, une heure de déconnexion, et on leur rend un petit peu leur outil numérique, c'est-à-dire nous on se déconnecte pendant 30 minutes, et pendant 30 minutes il n'y a personne qui se fait livrer de repas, quoi. Donc on essaye de s'en sortir comme ça. Mais on se rend compte que c'est pas suffisant. Et alors on a pris contact avec des autres collectifs et des syndicats au niveau européen. Et on a créé en octobre dernier à Bruxelles, comme quoi j'aime déjà bien fréquenter Bruxelles, j'espère que je vais pouvoir y habiter, on ne sait pas. On a créé la Fédération transnationale de coursiers, qui aujourd'hui compte une trentaine d'organisations pour environ, je crois que c'est 16 ou 17 pays, dont il y a l'Argentine, il y a Hong Kong aussi, et voilà, on est en contact avec plein d'autres pays, et on essaye d'organiser, voilà, un peu laborieusement, mais avec motivation, c'est la lutte au niveau international en fait, puisque les multinationales, elles ont plus de frontières, elles se posent plus la question des frontières. Et nous, dans la lutte, on devrait absolument plus la poser, la question des frontières. On est tous ensemble, je pense qu'on subit tous le même capital dont tu parlais. Tu parlais au niveau des secteurs, mais c'est la même chose sur tous les pays.
Et donc voilà le combat que je mène. Et dans tout ce combat, en fait, il y a le Parti communiste qui était là, qui a tendu la main. Et nous, on l'a prise, hein, bien entendu, puisqu'elle avait l'air honnête et franche. Et ça n'a pas manqué. Et ce qui était des petits coups de main de temps en temps est devenu au fur et à mesure un vrai travail en commun, en fait, un vrai travail main dans la main. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des sénateurs qui portent nos voix à un endroit où on n'aurait jamais cru, il y a 2 ans, on n'aurait jamais cru l'entendre, notre voix dans ces institutions. On arrive un peu à bousculer des députés de la République En Marche, et ça, on le doit largement à la CGT et aussi énormément au Parti communiste. Et puis je remercie encore Yann Mourossa d'avoir pensé à moi pour me permettre de porter aussi cette voix à un niveau politique. Donc, moi, c'est mon premier engagement réellement politique via un parti. Et je le remercie de m'avoir fait confiance. Et voilà, je suis très content d'être sur cette liste, de faire cette campagne et de rencontrer tous ces gens très sympas, tu as raison. Hein. Et voilà, il y a d'autres questions, je vous laisse. Donc, bonjour à tous. Moi, j'ai été sollicité pour les questions incarnées avec d'autres candidats, puisqu'on est 5 candidats à travailler dans la santé, donc incarner les problématiques de la santé. Alors mon parcours, ça fait 20 ans que je suis médecin urgentiste, syndicaliste à la CGT, au collectif de médecins CGT. Donc on a eu de nombreuses luttes, je ne vais pas toutes vous les décliner parce qu'en 20 ans, voilà, il y a eu de grandes batailles, y compris sur le temps de travail des médecins urgentistes, puisque notre temps de travail était absolument pas mesuré normalement. C'était un temps de travail de 50 heures. Il a fallu réorganiser un protocole d'accord pour le temps de travail. Alors la particularité, c'est que c'est moi qui l'ai écrit, parce que c'était à Creil qu'on avait plus de médecins CGT qu'on était le secrétaire. Et que finalement, il a été validé, appliqué à Creil en 2004 ou 2005, je ne sais plus bien, et validé par Marisol Touraine juste à la fin du mandat du quinquennat de François Hollande. Il nous a fallu quelques années pour le faire passer partout en France, mais maintenant, les médecins urgentistes travaillent à temps de travail normal. C'est-à-dire qu'ils travaillent 39 heures avec 20 FTT. Le reste est payé en heures sup. Donc voilà, ça c'était les premiers moments où on a largement fédéré des médecins urgentistes pour faire reconnaître notre spécificité, notre temps de travail. Plus récemment, évidemment, il y a ce qu'on vit partout. Alors, il y a aujourd'hui 50 services d'urgence qui sont en grève sur la France, parce que les urgences, si vous avez eu l'occasion d'y aller, c'est un bordel innommable. Pour résumer la problématique, en 20 ans, on est passé de 8 millions à 22 millions de consultations aux urgences, avec dans le même temps une centaine de milliers de lits d'hospitalisation fermés, avec dans le même temps de nombreux médecins qui sont partis des urgences et de l'hôpital public, qui ne sont pas remplacés, des fermetures de services, des fermetures d'hôpitaux, un peu partout. Donc on a une problématique qui est tout à fait globale. Et puis à Creil, ce qu'on a vécu depuis 1 an et demi, c'est la fermeture d'une maternité. Alors la maternité de Creil, c'est devenu un symbole parce que on enferme, là, il y a 40 maternités qui sont menacées de fermeture ou fermées, 40 endroits où on se bat. Creil, c'était la seule maternité de niveau 3, c'est-à-dire la maternité qui prend en charge les accouchements les plus complexes, la grande prématurité, les accidents obstétricaux, voilà, on fait ça. Et c'était une maternité de 1600 accouchements. On nous dit que le seuil de fermeture des maternités, c'est 300. Alors, ce seuil n'a pas de sens. Hein. C'est au doigt levé qu'ils ont déterminé que c'était à 300 qu'on fermait. Il n'y a aucune étude qui le prouve. D'ailleurs, c'est même parfois aberrant parce qu'ils nous ont expliqué que dans les petits services comme ça, les maternités de 300 accouchements, les praticiens ne faisaient pas assez d'actes. Or, quand on regarde bien, parfois les praticiens dans ces petits services font plus d'actes que dans les CHU. Parce que dans les CHU, il y a peut-être 2000 accouchements, mais il y a 18 obstétriciens. Dans le petit hôpital, il y a 300 accouchements et 3 obstétriciens. Si vous mesurez, voilà, dans les petits hôpitaux, bizarrement, parfois, ils font plus d'actes que dans les grands. Donc, ça n'a pas de sens, en fait. Donc, ils nous ont fermé cette maternité, même en dehors de leurs critères. Et on s'est battu pendant 1 an et demi pour en empêcher la fermeture. Récemment, voilà, ils ont fermé quand même le 20. C'est une violence, hein. Ça marche mieux. Hein.
voilà, c'était du sabotage jusque-là. Donc ils ont fermé quand même cette maternité le 28 janvier. Le dernier accouchement a eu lieu le 28 janvier. On savait que ça allait fermer. Depuis un mois, c'était clair. J'ai démissionné en début de janvier, puisque ce qui est quand même extraordinaire, c'est qu'après m'être battu pendant 1 an et demi contre la fermeture de cette mater, ils ont eu le culot de me demander, comme chef de service des urgences, d'organiser la prise en charge des accouchements inopinés aux urgences. C'est-à-dire, ils m'ont demandé de dégrader la prise en charge des mamans et des bébés aux urgences, puisqu'ils fermaient la mater. Ils sont quand même très très gonflés. Faut bien mesurer, là où il la ferme, cette maternité, Creil, c'est un bassin de population de 150 000 habitants. C'est la zone la plus pauvre du département. L'hôpital est en plein milieu d'une grande cité populaire. Creil, c'est une des villes les plus pauvres de France. Donc, avec une problématique simple, sur ce bassin de population, 40% des gens n'ont pas de véhicule. Voilà, ils n'ont pas de voiture. Or, la nouvelle maternité, est à 15 km, c'est pas très loin, il n'y a pas de train, il n'y a pas de bus, il n'y a pas de transport en commun. Alors, évidemment, 15 km, c'est rien. C'est ce qu'on nous a dit, c'est rien, 15 km. Sauf qu'enceinte jusqu'aux yeux, prête à accoucher à pied 15 km, ça pique un peu quand même. Et on a beau leur expliquer ce genre de choses, humaines, logiques. C'est des mecs. Alors, même, il y a des mecs qui l'ont compris quand même, abuse pas. Non, ce sont des technocrates. Voilà, ce sont des technocrates, qu'ils soient mâles ou femelles, c'est une race à part, ce sont des gens qui ne s'intéressent pas aux problèmes que vivent nos populations. Et donc, à un moment donné, on s'est battu contre cette question. On a continué, après la fermeture de la maternité de Creil, à se battre. Récemment, le président Macron, voilà, le président de la République, comme on l'appelle ici, a réouvert le dossier de la maternité de Creil. Alors, il n'a pas réouvert pour nous faire une fleur, il l'a réouvert parce que c'est devenu un symbole et que partout ça se bat sur la question des maternités et des hôpitaux. Et il fallait qu'il fasse un signe, il l'a fait chez nous, parce que c'était la plus grosse. Alors il a fait quand même quelque chose d'extraordinaire en expliquant qu'il ne comprenait pas, l'ARS ne prenait quand même, l'Agence régionale de santé, ne prenait quand même pas vraiment en compte la réalité des problématiques dans les territoires. Il se fout du monde, parce que l'ARS, c'est le bras armé du ministère. Buzyn ne lève pas le petit doigt sans l'accord de Macron. Il est parfaitement au courant du dossier, mais là, voilà. On en arrive donc à une situation où c'est la panique à bord, puisque les ARS ont été désavoués, le directeur de notre hôpital aussi, et il a confié au préfet de département le fait de réouvrir le dossier et d'étudier une solution. D'ailleurs, pour ceux qui sont fonctionnaires, ça veut dire qu'il a quand même confié à un préfet de département à régler le problème de quelqu'un, donc le directeur d'ARS, qui a le rang de préfet de région. Ça ne se voit jamais normalement, ça. Mais ils sont dans une situation, alors ils ont l'air très forts, très sûrs d'eux, ils sont dans une situation extrêmement complexe aujourd'hui, parce que dans la santé, ça bouge de partout, et ils ne savent plus comment gérer la chose. Ils ont la même problématique avec les gilets jaunes aujourd'hui. Ils ne savent plus comment gérer l'affaire, parce qu'ils sont allés tellement loin dans la connerie, et on va juste rapidement en discuter, peut-être prendre un tout petit peu de temps quand même pour expliquer pourquoi. C'est quand même extraordinaire. Je n'ai pas entendu un militant de droite ou un militant de la République En Marche m'expliquer qu'il voulait qu'on dégrade la prise en charge des personnes âgées et qu'il voulait tuer des femmes et des enfants. Aucun ne nous a expliqué ça. Et pourtant, leur politique, finalement, concourt à ça. Et quand vous entendez aujourd'hui qu'à la Riboisière, il y a une femme qui est morte sur un brancard en attendant, c'est arrivé à Rennes, c'est arrivé à Reims, c'est vraiment la partie émergée de l'iceberg que vous entendez. Des morts, il y en a eu dans plein d'endroits. On n'en parle pas, parce que dans les hôpitaux, on ne fait pas non plus une pub énorme sur la situation de nos patients. Mais il y en a tous les jours, des accidents médicaux. Très graves ou moins graves, mais il y en a tous les jours. Parce que c'est plus possible dans les services d'urgence où on a 40 personnes dans le couloir et des infirmières et des médecins qui courent partout, d'exercer une surveillance raisonnable, normale. Et donc on a des accidents. Donc pourquoi ils font ça? C'est parce que, vous savez, en 2008, on a eu une crise financière terrible. Il y avait beaucoup de capitaux accumulés dans le monde. Ils avaient fait beaucoup d'argent. Ils n'arrivaient plus à le rentabiliser. Parce qu'aujourd'hui, les actionnaires, on n'est plus dans les années 80. Ils demandaient 3%. Aujourd'hui, ils demandent 10 à 15%. Et quand on a gagné beaucoup d'argent, c'est pas compliqué. Si j'ai 100 euros pour gagner 15%, il faut que je prenne 15 euros sur la richesse créée. Si j'en ai gagné 200, c'est 30. Et à un moment donné, ça bloque. Parce que la richesse créée, c'est pas extensible. Et il faut bien la prendre quelque part. Ils sont allés en 2008 jusqu'à faire des prêts pour récupérer de l'argent, des prêts hypothécaires que personne ne pourrait rembourser parce qu'ils faisaient ça à des gens qui ne pourraient pas rembourser. Ça s'appelait les subprimes, c'était aux États-Unis. À un moment donné, ça s'est vu, tout s'est effondré, ils ont perdu des fortunes. Et d'ailleurs, c'est nous qui avons transformé la dette privée en dette publique. Vous vous rappelez, 350 milliards de Sarkozy en pleine nuit qu'il a trouvé pour sauver les banques. C'était votre argent, c'était le mien aussi.
On ne l'a jamais revu, hein, on est toujours endetté. Aujourd'hui, en 2019, ils ont amassé plus d'argent qu'en 2008, c'est-à-dire qu'ils ont refait la plotte. Ils ont aujourd'hui plus d'argent encore à rentabiliser. Et donc, ils ont la même problématique, ils ne peuvent pas le rentabiliser. Parce qu'à un moment donné, alors ils font tout, hein. Ils précarisent, ils ne respectent pas des engagements sur le handicap, ils vont changer le droit du travail pour gagner encore plus d'argent, voilà, ils font tout. Mais il y a un truc qui les intéresse énormément en France, et on va comprendre pourquoi aujourd'hui ils font ces politiques, c'est la sécurité sociale. Le budget de l'État, c'est 390 milliards d'euros, la Sécu, c'est près de 500 milliards d'euros. Et cet argent ne rentabilise pas pour l'essentiel du capital. Il est donné sous forme de services, la santé, la retraite. D'ailleurs, la retraite, hein, on en parlera parce que là aussi, hein, ça va grappiller sec. La famille, les accidents de travail. Pour eux, c'est un gâchis parce qu'évidemment, ils n'en profitent pas. Pour nous, c'est un bienfait. Parce que c'est directement des choses qui aident au progrès social. Ils essaient de le prendre. Et pour le prendre, il faut privatiser, il faut marchandiser la santé. Et quand on ferme aujourd'hui un hôpital comme la Mater, d'ailleurs la Mater de Creil, c'était spectaculaire, ils ont fermé la maternité de Creil, immédiatement la clinique à côté de chez nous a investi pour construire des chambres pour que les femmes aillent accoucher. C'est une privatisation indirecte, c'est-à-dire qu'on ne le fait plus, on ouvre le marché et ils font ça. Ils font pareil avec les boîtes de médicaments, on les dérembourse. Alors 50 centimes par-ci, 50 centimes par-là, 1 euro sur la consulte médicale. Vous créez un marché pour les assureurs, là. Ils ont quelque chose à rembourser, sinon il n'y avait rien. Et ainsi de suite. Et c'est ça qu'explique aujourd'hui ces politiques. Elles sont complètement liées à leur système. Et donc, on verra après sur quelles propositions, parce que sinon là je suis déjà trop long, sur quelles propositions on peut faire, mais l'impact qu'on peut avoir au niveau européen sur ces questions-là, il est déterminant parce que ce qu'on va décider au Parlement européen, ça va influer sur toute notre vie quotidienne et sur ces questions de santé. Parce que quand on remet les choses en perspective, on comprend pourquoi, en effet, ils font qu'aujourd'hui, on n'est plus capable de prendre en charge les personnes âgées correctement, autrement que dans le couloir des urgences, et qu'on met les femmes qui vont accoucher à des distances énormes des lieux où elles doivent accoucher, les maternités. Merci à vous trois pour avoir répondu. Donc, on le voit bien, hein, les parcours sont riches de lutte, que ce soit pour le service public, que ce soit contre la violence faite aux salariés à travers l'ubérisation, la lutte contre les inégalités, la discrimination, ou pour l'écologie. J'allais dire, dans 33 listes qui malheureusement se sont fait jour, ça impose quand même un drôle de choix. Pourquoi avoir choisi celle conduite par Yann Brossard? On va dire le choix, il est naturel. Hein. Moi, je faisais partie des gens qui ont structuré le mouvement des Gilets jaunes au départ. Donc, quand on a commencé à lutter autour des ronds-points, on s'est dit vers le mois de décembre, ce serait bien qu'on s'organise. Donc, j'ai démarré avec eux pour structurer le mouvement. Et j'avais déjà alerté sur ce mouvement-là parce que c'est un mouvement qui est très large. Il y a tous les bords politiques. Et au départ, j'avais posé un préambule en disant que je suis avec vous, on mène un combat, mais moi, je n'irai jamais au combat avec les fascistes et les racistes. Je n'irai jamais sur une liste où il y aura quelqu'un de raciste ou de facho. C'est clair et net. Donc, à partir de là, on a fait nos statuts, le RIC, le fameux RIC que vous entendez, on a fait les statuts, on a tout fait, on a démarré. Et au fur et à mesure, donc maintenant, on ne peut plus se cacher. Facebook donne tout. Donc, on a découvert certains sur la liste qui étaient islamophobes, homophobes, qui étaient racistes, et pourtant qui voulaient utiliser ce mouvement-là pour plutôt le Rassemblement national que l'intérêt du peuple. Donc à partir de là, j'ai dit à ce mouvement-là, je vous souhaite du courage pour ceux qui défendaient des bonnes causes, parce qu'il y avait des bonnes personnes dans ce mouvement-là, il y avait des personnes raisonnables. Je lui ai dit, je vous souhaite du courage, mais je vais retourner dans ma famille politique, parce que depuis 2012, je suis adhérent au Parti communiste. Et à travers mon mandat d'élu, donc j'agis au quotidien dans le quartier. Et naturellement, Pierre Lacaze m'a appelé au départ pour que je fasse partie sur la liste. Je lui ai dit, je serai sur la liste si on a le rassemblement. Parce qu'il y a trop de divisions entre les forces de gauche. Et malheureusement, avec plusieurs tentatives
Le mariage, ça ne se force pas. Quand on veut se marier, ben, si l'autre personne ne veut pas se marier, on ne peut pas. Donc, les écologistes, ils ont dit tout de suite non. Le Parti socialiste aussi. Mélenchon a dit pareil. Et le seul qui avait ouvert la porte, c'était Benoît Hamon. Mais au début de l'année, Benoît Hamon était à 5-6%. Donc, il a joué plutôt une carte de dire, voilà, Parti communiste, vous n'allez rien faire. Donc, il nous a fait attendre. Et au final, aujourd'hui, avec les sondages, on monte doucement. Mais moi, j'ai espoir que ce qu'ils annoncent à la télé, on va faire plus. On va envoyer une vague rouge au Parlement européen. Parce que au quotidien, je rencontre des personnes qui prennent conscience qu'aujourd'hui, nous avons une mission de transformer notre société, de transformer cette société, de mettre une société où l'argent ne sera pas le maître mot, où c'est l'être humain qui va être le maître mot, une société où chacun de nous va pouvoir vivre dignement, une société où les travailleurs vont pouvoir vivre dignement, ou quand on a un diplôme, qu'on puisse vivre avec son diplôme. Vous imaginez, avec un bac plus 5, on se met à faire du vélo, à faire Uber ou à livrer. C'est pas acceptable dans une société. On sacrifie sa vie, on fait des études. Je vous assure que pour avoir son bac plus 5, c'est hyper compliqué parce que moi j'en ai bavé pour obtenir mon diplôme. Et quand j'ai commencé, j'ai fait comme toi, j'ai commencé à faire agent de sécurité parce que, bon, quand tu es grand, sportif, tu es noir, agent de sécurité, ça va bien. On ne te voit pas dans un bureau en train de gérer du personnel. Et donc moi j'ai espoir que notre société, vous et moi, cette liste, regardez les parcours. C'est une liste qui ressemble à la France, un médecin, un ingénieur, ainsi de suite. Et c'est ça qui est fort sur cette liste-là. Il y a toutes les classes, on va dire, au niveau de cette liste. Une liste composée de 50% d'ouvriers et d'employés. C'est la seule. Et en France, on a 50% d'ouvriers et d'employés. C'est la liste qui ressemble à la France, c'est la liste qui nous ressemble à nous. Et voilà, donc naturellement, je me suis dit, il faut y aller parce que les gens, ils défendent une cause et j'aimerais pas louper l'histoire. J'aimerais marquer l'histoire, moi en tout cas. Parce que marquer l'histoire, c'est quoi? C'est envoyer la première ouvrière au Parlement européen. Ça, c'est marquer l'histoire. Et j'aimerais faire partie de l'histoire parce que je serai le premier noir issu de l'immigration qui va aller au Parlement européen. J'aimerais faire partie de l'histoire parce que je serai le premier athlète de haut niveau qui va aller au Parlement européen. Donc moi j'ai envie de marquer l'histoire de la France, j'ai envie de marquer l'histoire de l'Europe, et vous, vos sourires, vos envies de transformer cette société m'a fait que voilà, cette liste elle est magnifique, et je suis certain qu'on fera plus de 5%, qu'on va envoyer une vague rouge, une tsunami au Parlement européen, on va balayer tous ces fachos, on va balayer tous ces banquiers qui arrêtent, qui comprennent que le peuple, il est temps maintenant, on s'est réveillé, on a compris, et on dira stop au capitalisme, on dira stop au libéralisme, et nous avons besoin des hommes de combat. Nous avons besoin des hommes de combat pour dire non au lobby. Parce que si vous ne savez pas, c'est la Commission européenne qui propose des directives, et à partir de là, au Parlement européen, les lobbyistes, ils vont aller voir tous les députés, et ils vont jouer pour qu'ils votent. Alors, Marie-Hélène qui a galéré toute sa vie, qui est ouvrière, lorsqu'un lobbyiste va venir, voilà, il va bien comprendre. Ou lorsqu'un lobbyiste va ouvrir mon bureau, je vais le mettre KO et il va rentrer chez lui. Donc je pense qu'aujourd'hui, nous avons une mission, il nous reste 8 jours, et dans les 8 jours qui arrivent, à chacun de nous d'aller convaincre 1 ou 2 personnes, et à partir de là, on fera plus d'1 million de votants sur cette liste, et on va arriver et on va porter l'espoir de vivre des moments heureux, l'espoir de vivre ensemble, l'espoir où le capitalisme, l'individu, il l'a très bien dit, où on nous divise entre nous. Regardez qu'est-ce qu'il a fait le président de la République. Il est arrivé tout de suite, il nous a divisés. Les pauvres, je vous enlève 5 €. Les riches, je vous enlève l'ISF. C'est ça. Donc les pauvres et nous, ils nous divisent, ils continueront à nous diviser pour pouvoir mener leur politique capitaliste. Deuxième décision, les travailleurs, je vous mets la CSG, mais je vous enlève l'assurance chômage. Mais les retraités, je vous mets la CSG. Donc les retraités perdent, le travailleur, il gagne. Tout le temps, c'est leur technique, diviser pour mieux régner. Et aujourd'hui, nous devons le comprendre, et c'est pour cela que nous,
aujourd'hui, on est tous ensemble ici, on a bien compris que le capitalisme ne peut plus continuer à diriger cette société. Nous avons besoin d'une société où c'est l'être humain d'abord, c'est l'être humain qui va être au corps de nos actions. Pardon, c'était excellent. J'ai bien envie d'être dans le couloir quand un lobbyiste ouvre ta porte à Bruxelles. Ça peut être sympa. Il y a beaucoup de ça aussi dans le fait que je sois sur cette liste. Moi, en gros, je me suis posé la question. Moi, j'aime bien travailler avec des gens qui font chier les patrons, qui piquent l'argent aux travailleurs, en fait. Et j'ai dit, mais c'est ça que je veux voir, en fait. Je veux être un groupe, je veux que ce soit les 79 salopards, les repoussoirs des lobbyistes. On n'a même pas besoin de se poser la question, est-ce qu'on va réussir à ne pas flancher? Ils vont pas venir nous voir, en fait. C'est aussi simple que ça. Alors, on est de confiance parce qu'ils vont pas venir nous voir, de toute façon. Et donc oui, donc c'est pour revenir à pourquoi j'ai accepté, parce que en fait moi ça a été une grosse surprise hein, quand on m'a demandé en fait. J'ai demandé d'ailleurs quelques jours, et parce que j'ai pas ma carte au Parti communiste. Pas encore. Voilà. Et voilà, pas encore puisqu'on m'a proposé d'être candidat sur la liste, je ne l'avais pas. Et je voulais pas que ça paraisse comme un rendu. On verra après le 26 mai. Voilà. Et donc j'ai beaucoup réfléchi en fait, et je me suis dit où est-ce que je vois. J'ai fait bénévole aussi dans des associations comme la CIMAD, donc qui font de la protection par le droit des demandeurs d'asile, des demandeurs de titres de séjour qui font un travail exceptionnel. J'ai fait aussi bénévole à Médecins du Monde dans les missions squat à Bordeaux. Et donc j'ai fait des manifestations avant même de créer le syndicat avec des camarades. Et je me disais, mais en fait, à chaque fois que je vais à un de ces endroits, il y a toujours un type avec un badge PCF. Et voilà, il y en a toujours un qui traîne. Et c'est pas du tout le cas des autres partis, honnêtement. Et donc déjà ça m'avait beaucoup plu. C'est pour ça que naturellement on avait accepté cette main tendue, parce qu'en fait elle avait toujours été là. Et donc quand Yann m'a proposé, donc j'ai réfléchi aussi, et je me suis dit, mais est-ce qu'il y a un intérêt à ce que moi je le sois? Parce qu'au final, est-ce que je suis le meilleur blablateur? Est-ce que je suis le meilleur orateur? Est-ce que je suis le meilleur magouilleur politicien qui va pouvoir se retrouver dans des petits trucs et grappiller quelques lois en échange de mon âme? Je vous extrapole. Hein. La question c'était, non, je suis peut-être pas le meilleur politicien, mais effectivement je représente une lutte. Donc j'essaie toujours de me dire que derrière moi, en fait, il y a des dizaines de milliers de coursiers à qui on va pouvoir arracher des droits donc, au Parlement européen, puisque ça nous touche complètement. La définition de ce qu'est un travailleur et de ses droits et de ses protections, ça peut très bien être défini au niveau européen. Il y a déjà eu des textes qui ont été adoptés d'ailleurs par l'Assemblée qui donnent des indications comment traiter les plateformes qui font du salariat déguisé. Pour le moment, le gouvernement, je crois, n'a pas oublié de lire le texte ou ces textes-là, mais voilà, c'est déjà une avancée. Et il y a une influence certaine de l'Europe sur les nations, tout comme, bien entendu, il y a une influence des gouvernements sur l'Europe. Et c'est pour ça que pour moi, c'est absolument essentiel que dans la politique, finalement, il y ait des gens comme nous trois, des gens qui luttent. Parce que, quoi qu'il arrive, le 26 mai, que je sois élu ou pas, la lutte elle va continuer d'une forme ou d'une autre, parce que c'est essentiel, il faut qu'elle soit à tous les niveaux. Le manque de démocratie auquel on est confronté aujourd'hui, il est à tous les niveaux. Il est au niveau européen, il est au niveau national, il est au niveau de l'entreprise, il est vraiment à tous les niveaux. Et moi je suis rassuré parce que je me dis que nous, si on arrive à arracher des textes à l'Assemblée, à les proposer qu'ils soient adoptés, et bien nous, derrière, on aura la capacité, qui est ici, cette capacité, la capacité du rapport de force, et l'imposer ensuite au gouvernement et aux États. Et c'est essentiel. Sinon, on n'y arrivera pas. C'est à tous les niveaux.
Et je pense que le Parti communiste, il représente, il est un parti qui est capable de le faire. Alors voilà, c'est rapidement les réflexions que j'ai eues pendant 3 jours. J'en ai parlé un petit peu aussi à mon entourage, qui ont eu voilà, un petit réflexe d'amusement au début. En fait, quand j'ai expliqué ma décision et quand les gens ont commencé à regarder, il n'y a pas beaucoup de communistes, ce que je veux dire, dans mon entourage. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Je parle de ma famille, de mes amis, les gens avec qui j'ai fait des études, etc. Et en fait, maintenant, ils ont regardé, eux aussi. Ils avaient oublié de regarder. Et je pense que c'est là-dessus qu'on fait un beau combat, une belle campagne. Les gens regardent et ils s'aperçoivent, je sais plus qui disait tout à l'heure, on leur montre des tracts qui datent de 90, 95. Et en fait, ah oui, c'est mes revendications aujourd'hui encore. Et ben oui. Et en fait, oui, parce que le Parti communiste, il s'est pas trahi. Et ça, en fait, mes copains, ma famille, ils le voient maintenant. Et je peux vous assurer que tout le monde connaît Yann Morossa et regarde avec attention ces passages à la télé, qui sont toujours un succès, je crois, pour le moment. Et donc voilà pourquoi j'ai accepté, parce que j'ai fini par me dire que j'étais pas juste un coursier à vélo de passage dans une lutte syndicale, et que j'avais envie d'avoir la capacité d'extrapoler ce combat sur tout le numérique, en fait, parce que le numérique qui était présenté comme une avancée, une innovation en soi, une innovation naturelle, c'est ni de droite ni de gauche une innovation numérique, en fait, elle est ce qu'on en fait, quoi. Et ça va déplacer, ça va probablement détruire des emplois, mais ça va en créer beaucoup aussi, et ça va en tout cas en déplacer énormément et changer les conditions de travail. Alors aujourd'hui, quand on voit ce qu'il en est fait, donc voilà, on prend l'excuse que c'est un algorithme qui nous donne un ordre pour plus assumer sa responsabilité d'entreprise envers son travailleur et ne plus le protéger. Il y a le secrétariat aussi, il y a le ménage, il y a le droit aussi. Hein. Les avocats sont en train de se prendre une volée de beurisation, alors qu'on aurait pu penser qu'ils avaient la capacité de se défendre. Et c'est pas forcément le cas, en fait. Donc vraiment se poser les questions sur toutes ces entreprises, sur tout ce qui est numérique, et je me suis dit, voilà, je pense que je peux le faire, parce que de toute façon, je suis pas mégalo, hein. Si je suis élu, je sais que j'aurai une équipe derrière moi, et qu'on travaillera tous ensemble, et qu'il y aura tous les adhérents, tous les camarades du PC qui de toute façon nous transmettront ce qu'on doit dire. Parce que c'est ça, avant tout, la politique, c'est quelqu'un qui retransmet les critiques dans les assemblées, et qui les transforme en loi, qui les transforme en modification de loi. Et c'est plus du tout le cas, c'est plus du tout le cas aujourd'hui. On a filé à des intermédiaires qui, en fait, pensent souvent qu'à se faire élire, et qui pendant quelques années, font rien, et puis on les revoit apparaître un petit peu avant les élections. C'est comme ça qu'on voit le Rassemblement National et l'REM parler de social, voilà, pendant les élections européennes. C'est quand même, franchement, moi ça me choque, voilà, parce que c'est du pur mensonge. Moi j'ai fait des débats avec des gens de La République En Marche qui me félicitaient de mon combat contre l'ubérisation, alors qu'ils ont des députés à l'Assemblée nationale qui font passer des lois pro-ubérisation. J'ai pas la capacité de mettre KO comme Mamoudou. C'est un peu dommage. Mais voilà, c'est pas l'envie qui manquait. Donc voilà pourquoi je suis sur cette liste, pourquoi j'ai accepté. C'est une prolongation du combat, c'est essentiel, c'est à tous les niveaux. Donc si je peux apporter ma part, mais je le fais. Ouais, donc Arthur était le jeune de l'étape, moi du coup je fais le vieux de l'étape. Alors j'ai adhéré au PC en 1984. Voilà. Donc moi c'était un petit peu naturel finalement que je sois sur cette liste, ça aurait été quand même bizarre que tout à coup j'en choisisse une autre. Mais bon, quand même, non, on va rester là. Mais j'en suis à ma 3e campagne européenne, donc on commence à... Voilà, ça se répète un peu, j'ai jamais vécu une campagne comme celle-là. D'abord, c'était des grandes circonscriptions, c'était pas une circonscription nationale, c'était les grandes régions. Et puis, ça a été très dur, les autres campagnes européennes. On ne se faisait pas entendre, on ne se faisait pas comprendre. Aujourd'hui, on a 2 chances. On a le mouvement des Gilets jaunes, qui a été une chance parce qu'il a remis sur le devant de la scène, c'est ce que Arthur laissait entendre, des revendications qui sont les nôtres depuis longtemps, qu'on porte depuis longtemps.
qu'on portait un peu dans le désert, finalement on ne les portait pas dans le désert que ça, parce qu'il y a des gens qui les avaient entendus. Il y a aussi des choses qu'on a dites, qu'on a retrouvées là, dans le mouvement des Gilets jaunes. Donc on a été un peu entendus, et puis eux, ils ont été capables de le remettre dans le débat. Et moi, les rencontres que j'ai eues avec eux, c'était aussi l'occasion de leur présenter des propositions structurées. Ils sont en attente aussi de ces propositions-là, parce qu'ils ont l'intuition parfois qu'il y a un truc qui ne va pas, ils ont des revendications, mais construire, bénéficier de ce qu'on a fait pendant des années sur une construction avec des économistes, avec des syndicalistes, c'est aussi une poire pour la soif qu'on leur a donnée dans ces débats-là. Donc ça, c'était la première chance. La deuxième, c'est quand même Yann Brossard. Il est fort, le bougre. C'est quand même tout à fait surprenant de voir ce garçon qui arrive à expliquer très simplement, sans jamais être simpliste, des propositions qu'on avait du mal à résumer. Et ça nous donne quand même une vraie facilité, parce que longtemps on a ramé avec des passages médiatiques qui n'étaient pas géniaux, on refaisait le travail le lendemain sur le terrain. Là on se renforce en permanence les uns les autres entre la campagne militante qu'on mène partout et ces passages dans les médias. Donc après, sur les propositions qu'on doit développer, parce que, je sais pas ce qu'il a dit, un débat et puis une proposition. On a des choses à porter alors moi je vais rester sur la santé, on a vraiment des choses à porter au Parlement européen. On a des choses que nous serons les seuls à dire sur la santé commerciale. Aujourd'hui, vous le savez, il y a le système public et le système privé. Le système privé, il y a deux systèmes. Un système participant au service public d'hospitalisation, un but non lucratif, et un système commercial, lucratif, avec des actionnaires derrière. Notre sentiment, pas que le mien, le sentiment de cette liste, c'est que le privé à but lucratif n'a pas sa place dans la santé. Voilà. Que les gens veuillent aller faire du privé, aller consulter dans le privé, c'est leur choix et on ne va pas nous dicter qui a raison ou tort d'aller dans le privé ou dans le public. Par contre, ce qu'on ne veut pas, c'est qu'en effet, derrière, les actionnaires qui se gavent. Nos cotisations sociales et nos impôts n'ont pas vocation à nourrir les dividendes actionnaires des grands groupes de santé pharmaceutiques ou des grands groupes de santé privés. Donc on veut déjà porter ce débat au niveau européen parce que c'est une question éthique. Soit quand on a des choses comme ça avec des actionnaires derrière, soit on prend de la santé rentable, parce qu'il faut bien nourrir l'actionnaire, soit on dégrade les soins, parce qu'il faut bien nourrir l'actionnaire. Donc on a un problème éthique, on a un problème de conflit d'intérêts. Et aujourd'hui, on ne porte plus ce débat, nous voulons le reporter au niveau européen. Et puis il y a des choses à faire tout de suite. Vous savez, les hôpitaux en France, à 90%, ils sont déficitaires. 90%. C'est pas que tous les directeurs d'hôpitaux sont des crétins finis qui ne savent pas gérer, c'est pas ça le problème. C'est qu'on a juste changé le mode de financement des hôpitaux. Avant, c'était une dotation globale de financement, on résume, maintenant ça s'appelle la tarification à l'activité. En gros, le résumé, c'est on ne paye jamais les soins que nous dispensons au prix qu'ils nous coûtent. Le résultat des cours, c'est qu'évidemment, on est déficitaire. Plus on a de patients, plus on perd de pognon. D'ailleurs, vous regardez, les CHU sont plus déficitaires que les hôpitaux généraux, plus déficitaires que les hôpitaux locaux. Voilà, on ne peut pas s'en tirer. Et donc, leur solution, c'est de dire, il va falloir économiser sur le personnel, le pressurer, le faire travailler plus pour gagner pareil, voilà, et puis fermer des services. Nous, ce qu'on dit, c'est la première chose qu'on devrait faire. Déjà, c'est changer le mode de financement des hôpitaux, mais avec ce système, on n'arrive même plus à se maintenir à flot. C'est-à-dire quand on veut investir dans un hôpital, du matériel, des locaux, on n'a plus de ressources pour le faire. Donc on se tourne vers quelqu'un qui nous en donne, ce sont les banques commerciales. On va s'arrêter 2 secondes sur cette question-là, parce que là encore, on nourrit de l'actionnaire. On emprunte aux banques, qui elles-mêmes empruntent à la Banque Centrale Européenne à un taux à 0. Elles prennent le pognon et elles nous le reprêtent à 2, 3, 4% suivant les projets que nous mettons en place. Ça veut dire que les cotisations sociales et les impôts qui servent dans les hôpitaux vont directement sur les intérêts bancaires. Et aujourd'hui, les frais financiers dans les hôpitaux pèsent sur nos budgets de façon dramatique. Ce que nous proposons, c'est de créer un fonds de développement européen, à statut bancaire. Aujourd'hui, les traités nous le permettent. Vous savez, on a gagné sur le traité constitutionnel européen, mais Sarkozy nous l'a remis. Et donc, entre autres, il a mis dans le traité de Lisbonne, il y a un article, l'article 123, qui interdit à la Banque Centrale Européenne de prêter aux États. Par contre, rien ne l'empêche de prêter à une structure bancaire publique. Et donc, nous pouvons, dans les traités actuels, le mettre en place, ce fonds de développement, qui emprunterait à la Banque Centrale Européenne à 0% et qui pourrait reprêter aux services publics, aux collectivités territoriales pour leur développement et évacuer en fait ce pillage, cet impôt privé aujourd'hui que prélèvent les banques. Ça nous ferait du bien à tous, ça réglerait le problème, on peut le faire tout de suite sans même attendre la remise en cause des traités. Et pourtant, il faudra les remettre en cause.
Il manque qu'un truc pour le faire, un peu de courage politique, une volonté politique. Et aujourd'hui, les gens de cette liste, voilà, ont ça à porter. Donc on a des propositions à long terme, on a des propositions immédiates qui peuvent régler le problème. Donc on a tout intérêt à continuer cette campagne. On n'en attendrait pas tant au début. Hein. On a commencé, on était à 1,5%. Aujourd'hui, les sondages nous donnent à 4%. Il nous reste un petit pourcent à gagner pour passer cette barre des 5 qu'on va passer. À peu près 150 000 voix. Ouais, à peu près 150 000 voix. Vous savez, un petit truc, hein, Yann Brossat nous aide, ok, mais il va falloir qu'on s'aide nous-mêmes. On a quelque chose qui nous a tous surpris, enfin pour ceux qui ont suivi, on a eu le rapport de la Commission nationale des comptes de campagne et de financement des partis politiques. Alors les partis annoncent leur nombre d'adhérents, hein, 200 000 au PS, 200 000 aux Républicains, ils nous ont annoncé ça. Puis là, on a eu la vérité des prix parce que dans ce rapport, il y a les cotisants. Eh bien, on est le premier parti de France au nombre d'adhérents. 50 000 cartes à jour de cotisation, 100 000 cartes placées. En dessous de nous, c'est le Parti socialiste, 2 fois moins de cotisants. Et là, il n'y a pas de cartes placées. Hein. Donc, on a encore un réseau militant qui est le plus important de France. On ne le soupçonnait même plus parce qu'on s'est tellement un peu effacé, replié dans ces dernières années qu'on ne se rendait plus compte de ça. 100 000 cartes placées, 150 000 voix à trouver, 1,5 voix par militant à trouver. Voilà, on en est là. Alors si on peut faire une dizaine de voix, ce sera encore mieux, parce que là, on fait élire tout le monde, hein, Mamadou, quoi. Moi j'ai décidé d'être élu aussi, tiens, si c'est possible. Bon, par contre, je suis 21e sur la liste. Donc je vous demande une grosse campagne pour faire 25% des voix, je vous remercie d'avance. Voilà, mais je rigole, mais cette barre des 5, on peut la passer, c'est à notre portée. Là, c'est chacun, prenons 10 personnes autour de nous, c'est des choses qu'on a dit sur le plan national. 10 personnes autour de nous, voilà, recensons-les, des proches dont on n'est pas sûr qu'ils vont aller voter. Dans la semaine qui reste, contactons-les, 10 personnes, on va les voir chez eux, ou on leur parle, on les appelle, on leur téléphone, parce que c'est là que ça va se jouer. Et là, on a encore 8 jours pour faire ça. Si on le fait, on gagne. Et on envoie enfin des députés de combat au Parlement européen, et certains qui auront cassé la gueule aux lobbyistes, et ça leur fera du bien. Merci Loïc, tu as fait mon taf, c'était une conclusion que je voulais donner, mais très très bien, c'était bien dit. Avant, je voudrais quand même vous poser à tous les trois une dernière question. Justement, tu nous envoies au taf, au boulot, pour aller rencontrer ceux qui ont décidé de ne pas aller voter ou qui s'interrogent encore sur ceux qu'ils vont voter. Moi, j'allais vous dire, quand vous rencontrez des collègues, des amis, de la famille, avec qui vous discutez, quel est l'argument, et le seul, que vous pouvez avancer pour convaincre de ce vote utile? Alors, pour moi, c'est facile parce que je leur dis, je suis candidat, ils savent ce que je fais au quotidien, donc ils savent ce que je défends, forcément, ils viennent avec moi. Maintenant, pour vous, il faudra dire aux gens que l'Europe est au quotidien, l'Europe est là. C'est l'Europe qui conditionne nos vies. C'est l'Europe qui impose les 3%. Donc soit on va pour transformer l'Europe, soit l'Europe va nous détruire. L'Europe va détruire notre planète. L'Europe va détruire notre société. Et pour cela, nous devons élire des gens comme Marie-Hélène Boulard, des gens comme moi, des gens comme qui sont ici, qui sont au quotidien avec le peuple. C'est-à-dire pas des élus qu'on voit, qui sont complètement déconnectés de la réalité, qui ferment des maternités et derrière qui essayent de réouvrir la maternité. Donc, c'est des gens qui sont complètement déconnectés de la réalité. Il faut élire des gens qui sont présents, des gens qui sont là, des gens qui vous écoutent, des gens qui vous ressemblent, des gens qui sont avec vous, et élire des gens où il y a toutes les minorités qui sont représentées, il n'y a pas de différence entre nous. La seule chose qui nous intéresse, c'est l'être humain. Donc, à partir de là, qu'on dit que nous, on veut améliorer nos conditions de vie, mettons des députés qui vont nous permettre d'améliorer nos conditions de vie. Donc, oui, c'est possible. Ça, il faut bien retenir. Oui, c'est possible. Tout est possible dans la vie. Moi, les jeunes que j'ai, je leur apprends que tout est possible et ils le vivent et ils arrivent à réaliser leurs rêves à travers le sport. Donc, moi, je veux réaliser mon rêve d'améliorer cette planète, mon rêve de pouvoir vivre avec mon voisin quand on se croise dans la rue, qu'on ne se regarde pas de travers, le rêve de ce que nos grands-parents ont vécu, c'est-à-dire on va boire le café chez le voisin, on va discuter, on va boire un canot, c'est ça que je rêve. Et pour pouvoir rêver de ça,
Je pense que là, c'est les arguments qu'on peut donner à tout le monde, de dire que dans la vie, tout est possible. Et aujourd'hui, il faut dire stop à cette dumping social, il faut dire stop à tout ce qui fait que l'individualisme prime tout. Mais nous, ce qu'on veut, c'est l'être humain, au cours de toutes nos actions, des gens qui vont défendre le peuple. T'en as dit plus d'un. Il y a moi je vais déborder aussi, allez je triche. Mais je voulais dire aussi ça, l'Europe, ça nous touche directement. Déjà c'est l'Europe qui fait la politique agriculture, la politique agricole commune. C'est ce qui va décider si on va manger du poison ou pas. C'est quand même assez important quand on va bien et quand on prend son petit déjeuner, on a 3 repas par jour. C'est 3 fois, est-ce qu'on va manger du poison ou pas? Ça c'est vraiment, il faut le dire, ça c'est l'un des éléments les plus quotidiens. Et il y a énormément de choses à changer sur ces subventions qui emmènent donc à de l'agriculture intensive et plutôt dégueulasse. Le deuxième, c'est qu'on n'est pas des professionnels de la politique pour la plupart sur cette liste, la grande majorité, on est des professionnels de la lutte. Donc évidemment qu'on va lutter pour tous les intérêts des citoyens. C'est comme ça qu'on a été repérés, si je puis dire. Parce que justement, on mène des luttes. Et on peut nous faire confiance pour continuer. On aime ça. Tous ceux que j'ai rencontrés sur la liste, on adore ça, on kiffe. Ça nous prend du temps, parfois on est fatigué, on est parfois un peu démoralisé, parce que évidemment on n'est pas dans la tendance la plus agréable quand on a envie de protéger le social et l'humain, mais la plupart du temps, moi je suis content d'aller dans une réunion où je suis le seul qui va représenter les intérêts des travailleurs et d'aller pousser mon coup de gueule et de me faire regarder salement par tous les autres qui sont à cette réunion et qui s'attendaient à parler tranquillement de comment est-ce qu'on va pouvoir faire travailler plus tous ces gens-là sans les payer plus. J'adore ça et je vais continuer de le faire. Et à l'Union européenne, si je suis élu, quand je serai en face d'autres politiques qui n'ont pas les mêmes idées, qui eux protègent plus le capital, ben, je vais leur rentrer dedans, parce que j'adore ça. Et j'adore faire ce que j'adore, et je vais continuer. Voilà. Et je pense que c'est le gap de la plupart des gens qui sont sur cette liste. Permettez-nous de faire ce qu'on adore. Oui, alors moi c'est pareil, aux urgences, je pense qu'on a un vote assez acquis. Ça va. Dans le service, ça va bien se passer. D'ailleurs, si on pouvait voter que là, je pense qu'on est très très bien. Ouais, mais bon, là oui, pour le coup, je passe. Mais malheureusement, ça va être un peu plus large, ça va être un peu compliqué. Non, ce que j'essaye d'apporter, moi, dans le débat, parce que ce qui me semble être le frein le plus important, c'est l'inutilité perçue du Parlement européen. Voilà. Les gens perçoivent une inutilité du Parlement européen. C'est essayer de leur rappeler qu'il n'y a pas une directive qui peut passer s'il n'y a pas un vote majoritaire du Parlement européen. Leur rappeler que si on envoie des députés, on ne se retrouvera pas dans ce scénario atroce du 4e paquet ferroviaire qui nous a donné la réforme de la SNCF, qui est en train de fermer des petites lignes, qui est passé à 24 voix, 751 députés européens, 24 voix. Bah oui, mais si on envoie 5 communistes français, 5 représentants de la liste du Parti communiste français à l'Assemblée européenne, si on fait pareil en Espagne, si on fait pareil en Grèce, si on fait pareil en Allemagne, ces 24 voix, on va finir par les trouver. Et on n'est pas chez Macron au Parlement européen, c'est pas l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, tous les Playmobil qui lèvent la main à chaque fois qu'il y a une proposition gouvernementale et ça passe. Au Parlement européen, on a réussi à développer des majorités d'idées, parce que c'est pas aussi simple. Alors, on est minoritaire, hein, 52 députés dans la gauche unie européenne, il y en a 180 en gros au Parti populaire, la droite, au PSE, le Parti social-démocrate. Alors je pèse mes mots, il ne faut pas les appeler socialistes, ils sont en train en Allemagne de s'allier avec la CDU et de prévoir carrément comment ces gens vont nous expliquer qu'après ils font des groupes différents au Parlement européen. Ce sont des libéraux, voilà, des libéraux de gauche ou des libéraux de droite, mais des libéraux. Hein. La politique qu'ils font par contre elle est bien de droite. Donc on a
des groupes qui sont là. On a l'extrême droite, 150, donc, qui est fortement présente, une cinquantaine de Verts, des non-alignés. Mais dans tout ça, parce que quand je dis l'extrême droite 150, j'abuse, parce que l'extrême droite est nationaliste, un petit peu plus nuancé, y compris certains se retrouvaient sur des votes contradictoires avec le Front National. Donc c'est plus compliqué. Mais on arrive à faire basculer les choses. Alors, on arrive à faire basculer les choses. À chaque fois qu'on l'a fait, c'est que derrière nous, on avait un mouvement citoyen avec les syndicats, avec les associations. Ça, pour la directive port et doc, où ils n'ont pas réussi à la passer, on avait tous les syndicats de dockers européens qui poussaient derrière. Et quand ils poussent derrière, même avec 50 députés, c'est compliqué de nous ignorer. Donc on aura ce rôle-là. Mais voilà, réussir à avoir plus de députés qui portent la contestation du libéralisme et du capitalisme, de leur directive permanente de libéralisation des services publics, c'est ça qui doit peser. Et ce serait quand même un peu con qu'on se batte toute l'année dans les hôpitaux, dans les urgences, pour lutter contre ce saccage du service public et qu'on ne se dote pas des gens qui vont faire le relais au Parlement européen et qu'on laisse venir, et ça viendra, si on ne fait rien, les directives de libéralisation qui vont toucher y compris la santé et y compris l'école. On est sur une réforme hôpital 2022 des hôpitaux. On n'aura pas le temps de parler de tout ici parce que sinon c'est reparti pour 1 heure. On est sur la réforme Blanquer là, qui est en train d'approcher pour l'école. Là encore, je vous ai dit tout à l'heure, réduire le service public, c'est permettre l'ouverture d'un marché. Ils sont en train de faire ça, y compris pour l'école. Voilà. Et même si pour l'instant ce ne sont pas directement des directives européennes, il y a un accompagnement aujourd'hui de cette Union européenne libérale dans ces logiques de privatisation et de destruction du bien commun qu'est le service public qu'il faut absolument combattre. Donc voilà, en effet, on a tout ça à dire, disons-le tout le temps, très grand, dans les 8 jours qui vont venir, à tous ceux qu'on rencontre, parce que ouais, ça peut valoir le coup, on peut faire un coup là. Et ça nous ferait du bien, parce que ça fait quand même quelques années qu'on a besoin de sentir que voilà, les idées progressistes, les idées de gauche, les idées vraiment de gauche, les idées communistes reviennent. Et puis pour tous ceux qui, comme Arthur, n'ont pas encore fait l'effort de nous rejoindre, c'est l'occasion aussi, on voit qu'il y a un besoin, des signes qui montrent que ce serait bien de venir nous filer un petit coup de paluche, on n'est jamais trop nombreux dans le parti. Merci à tous les trois. Moi, je voudrais, pour conclure, rajouter un mot. D'abord, je voudrais remercier les 3 députés européens qui sont sortants. Patrick Le Yarrick, Marie-Pierre Vieux, Marie-Christine Vergiat. Marie-Christine Vergiat qui, elle, ne sera plus, n'a pas été candidate cette fois-ci, et dont je crois savoir qu'elle va maintenant se consacrer à la Ligue des droits de l'homme. Marie-Christine qu'on avait reçue à Montauban au mois de novembre. Je voudrais dire combien Marie-Pierre et Marie-Christine ont fait un travail absolument remarquable par rapport aux réfugiés. Aujourd'hui, ce sont 2 personnes qui se sont battues très fort pour que, enfin, en Europe, dans cette puissance économique que nous sommes, nous puissions avoir un accueil humain digne des personnes qui viennent taper à nos portes. Et ça a été un de leurs combats tout au long de leur mandat. Et je sais que ce sera également, pour en avoir parfois discuté avec Yann, ça fera partie aussi des axes, des combats que mèneront les députés que nous allons élire dimanche prochain. Pour moi, c'est quelque chose sur... voilà, si j'avais un argument à donner, c'est peut-être celui-là, c'est-à-dire voter pour la dignité, voter pour l'accueil, voter pour l'ouverture, voter pour la tolérance, et nous en savons quelque chose avec la lutte que nous venons de mener et que nous continuons à mener à Montauban. Alors, le match, il ne va pas se situer entre les libéraux et les fachos. On ne va pas les laisser faire. On ne les laissera pas faire Barège, on ne les laissera pas faire Macron. Et donc, tout à l'heure, Loïc le disait très très bien, moi je vous invite à aller jusqu'au bout, à jeter nos dernières forces dans cette campagne, parce qu'effectivement, chaque voix va compter. C'est 150 000 voix pour atteindre les 5%. Donc chaque voix va compter. Assurez-vous autour de vous qu'il n'y a pas une procu à faire, parce que ça c'est, voilà, j'en ai touché une hier,
de procure. Donc il faut prendre ce temps-là. Et puis effectivement, 2-3 personnes autour de soi qu'il faut contacter pour s'assurer qu'ils iront voter, et évidemment voter pour la liste que je défends et que nous défendons tous ensemble pour une Europe des gens contre l'Europe de l'argent. C'est quand même un beau mot d'ordre, je trouve, et ça vaut le coup qu'on aille mouiller la chemise et voilà, qu'on lâche rien jusqu'au dernier moment. Alors, la fin de journée va se passer de la manière suivante. Loïc, de toute façon, et Mamoudou sont coincés à Montauban, donc ils vont être avec nous. Et Arthur, lui, je ne sais pas à quel moment il va repartir vers Bordeaux, mais... Donc il a un petit creux, une petite soif. Donc c'est vrai qu'on n'a pas organisé de questions-réponses, mais je pense que nos 3 amis seront tout à fait à votre disposition pour pouvoir, sur le temps de l'apéritif, discuter avec vous. Mathilde et son accordéon, qu'on a maintenant l'habitude de recevoir à notre fête, sera également présente. Il y a un repas qui est prévu, donc les tickets sont à prendre autour de Aline. Un tour peut-être auprès des associations qui ont fait le détour pour être présentes sur la fête. Et vous voyez, le soleil, il est grand, il est encore là. Moi, je dis que c'est un signe, quoi. C'est un signe, il n'y a pas à dire, merde. Et puis ensuite, nous aurons aux alentours de 21h le spectacle de Bertrand Lamour, qui est un humoriste. Et nous finirons et clôturerons la soirée, pour ceux qui seront encore très en forme, avec un concert d'un groupe qui s'appelle Ces choses-là, je crois. Oui, Ces choses-là. Voilà, je vous souhaite en tout cas, je vous remercie une nouvelle fois de votre présence. Je vous souhaite une bonne fête et hasta la victoria. Hasta la victoria siempre.